Je te remercie Philippe, merci pour l'invitation. La réponse a été la réponse d'un médecin qui travaille dans une institution et qui travaille à côté d'un centre qui est référent mondial de la pathologie infectieuse. Et quand on a une épidémie, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va taper à la porte et quand on se réunit tous et qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'il faut explorer les patients. Cette infection, elle atteint le parenchyme pulmonaire, ça fait la gravité de l'affection. C'est la pneumopathie qui va tuer les patients, soit par hypoxie, soit parce que ça favorise les surinfections. Donc, et puis on ne connaissait pas ce virus au tout début. Personne n'avait, on avait quelques images déjà qui sortaient des publications chinoises. Et on savait que comme beaucoup d'autres virus, ça donne des pneumopathies. Ça donne des pneumopathies qui peuvent se manifester par soit du ver dépoli, ce qu'on appelle du ver dépoli. Donc là, vous avez le parenchyme normal et là, vous avez un parenchyme qui est un peu plus blanc. Et puis ça commence à le comblement de ces alvéoles s'intensifie, ça donne ce qu'on appelle le crazy paving, et puis ensuite les condensations avec des degrés variables. Donc ça, on le voit très très bien en scan. Par contre, sur des radiographies du thorax, c'est invisible, on loupe énormément et on loupe énormément de lésions. Et on s'est tout de suite dit que au vu du rendu d'une radiographie du thorax versus le rendu d'un scanner thoracique, il fallait explorer ces patients par scanner thoracique. Le problème, c'est que ce ne sont pas des méthodes qui sont sans risque, hein, puisqu'on irradie le patient, on délivre de l'irradiation au patient, donc il faut quand même maîtriser cette dose délivrée au patient. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire des scanners low dose, donc c'est des scanners qui irradient moins, donc on a une qualité d'image qui est un peu moindre. Vous voyez que chez ce patient qui est un peu obèse, on a un granité de l'image. Enfin, peu importe, on est quand même capable de visualiser beaucoup d'images et de faire d'avoir une bonne évaluation de l'étendue des lésions, ce qui nous permet, et du type de lésion, ce qui nous permet de faire le diagnostic. Ces lésions ne sont pas spécifiques du Covid, mais elles sont très évocatrices par leur répartition. Donc elle est capable de faire un diagnostic, de rechercher les surinfections et de faire un bilan d'extension. Donc ça a modifié considérablement notre pratique. Vous voyez que l'activité globalement a baissé, mais pas en scan, puisqu'en scan on a été obligé on s'est dit initialement qu'il fallait qu'on voit tous les patients qui étaient PCR positifs. Donc on a vu tous les patients PCR positifs, ce qui a provoqué, qui est à l'origine d'une augmentation considérable du nombre de scans thoraciques sans injection dans le service. On a été obligé de mettre en place des interprétations, donc l'interprétation en temps réel. On était à peu près le délai moyen d'interprétation est de 1 heure dans le service. Tout le pôle d'imagerie nous a donné un coup de main, c'est-à-dire qu'on faisait des interprétations par l'intermédiaire du PACS. Tous les centres, tous les radiologues de tous les centres ont participé à ces interprétations. Bien sûr, il a fallu former les juniors très rapidement, il a fallu proposer des comptes rendus structurés, type. Donc tous les gens interprétés sur le mode, sur une base d'un compte rendu structuré. Et on a été beaucoup aidé par l'ensemble des radiologues internes et seniors qui ont tous joué le jeu dans le pôle d'imagerie. Les manipulateurs ont un rôle majeur parce que c'est eux qui étaient en première ligne, c'est eux qui voyaient les patients, qui les installaient, qui les piquaient s'il fallait les piquer, etc. Ils ont été fantastiques, ils ont tous très très bien réagi. On a changé l'organisation du service de jour en jour. On avait un scan dédié initialement, puis 2 scans dédiés qui tournaient tous les jours, samedi, dimanche. Tous les manipulateurs du pôle sont venus nous filer un coup de main aussi. Avec le CLIN, on a très rapidement dû contacter Florence qui était par là, qui est par là, pour mettre en place des mesures de prévention dans le service, qu'on en voyait beaucoup. Donc on est un des services, enfin dans notre service, parmi les autres services de radio, ça a été celui où on n'a eu que 5 cas. Donc on a eu le moins de transmission, le moins de cas dans notre service par rapport aux autres services de radio. Donc on a essayé de travailler proprement, mais c'était important vis-à-vis des manips et vis-à-vis du personnel. Et le premier travail, après les 250 premiers, c'est de savoir, parce qu'il y avait quand même une part non négligeable, mais 40% des scans qui étaient négatifs, et de savoir comment est-ce qu'on pouvait prédire ces scans négatifs pour éviter de faire des scans à ces patients-là, pour éviter d'irradier des patients qui n'avaient pas besoin, et qui n'avaient pas de symptômes ou qui n'avaient pas de pneumopathie. Donc on a fait ça pour ce faire, on a évalué, on a mis en place un score semi-quantitatif radiologique. Donc on a quantifié visuellement, segment par segment, tous les segments, et on a mis un score pour chaque segment, ce qui nous a permis d'établir un score semi-quantitatif qui est assez fastidieux. Ça prend 10-15 minutes par patient. Enfin, on l'a fait sur les 250 premiers. On avait cette population-là. On voit qu'effectivement, le 93% des patients étaient symptomatiques.
au moins un symptôme. Bien sûr, les symptômes les plus fréquents, c'était la toux, la rhinite, l'anosmie, et qui était extrêmement fréquent. Le facteur de risque le plus important, c'était l'hypertension. Et l'irradiation est très faible, hein, c'est à peu près, on est à 38 de PDL, 39 de PDL. Vous voyez que c'est à peu près 4 fois une radiographie du thorax. Donc on est plus élevé qu'une radiographie du thorax, mais on est capable de quantifier ces lésions-là. Le score moyen était de 4,5, mais si on prend tous les scanners sur lesquels on retrouvait une anomalie, le score était de 8. Donc et dans cette population, on a 44% de patients qui n'avaient pas d'atteinte parenchymateuse pulmonaire. C'est une population symptomatique. Le scan low-dose nous a permis d'évaluer et d'avoir des images qui sont correctes et analysables sur l'ensemble des patients. Et 66% de la population a des anomalies parenchymateuses pulmonaires, ce qui est considérable. On est quand même une population, même paucisymptomatique, qui avait une prévalence de l'atteinte parenchymateuse pulmonaire qui était considérable. Et avec donc on s'est intéressé à savoir, à comprendre les marqueurs qui étaient liés à cette atteinte parenchymateuse. Le premier, celui qui sort avec le plus de magnitude, c'est l'âge, et on voit que là vous avez la fréquence des scores supérieurs à 10, c'est-à-dire des scores sévères, et le pourcentage des scores supérieurs à 10, et vous voyez qu'avec l'âge, ça augmente de manière très significative. Donc c'était le premier facteur qu'on a mis en évidence, évidemment. Et la sensation de dyspnée et sans saturation, vous voyez que en fait ce qui est vraiment significatif, c'est l'âge supérieur à 54 ans dans cette première population, et la présence de facteurs de risque, donc diabète, hypertension. Donc on a revu les critères de scan. 54 ans, t'es sûr ? Pardon ? 54 ans ? Après c'est déjà vieux. C'est déjà vieux. Normalement vieux, c'est l'âge du patron plus 5 ans. Donc on s'est dit qu'on allait limiter, on n'allait pas faire de scan chez les gens qui avaient moins de 55 ans, qui n'avaient pas de sensation de dyspnée et pas de désaturation, et qui n'avaient pas de comorbidité. Et parce que leur score était toujours inférieur à 10, donc on a sélectionné cette population-là. Et puis après, alors on a des facteurs qui sont... les personnes qui ont des rhinites ou des anosmies ont des formes ORL qui protègent, et eux font moins de pneumopathie. Donc ça, ça correspond au variant 4. Exactement, voilà. C'est des formes ORL qui font moins de pneumopathie, ou des pneumopathies moins sévères que les autres. Et on s'est dit, finalement, ce score prend du temps, 10 minutes, c'est fastidieux. On a des outils qui sont intéressants, qui sont l'intelligence artificielle, sur lesquels on avait déjà travaillé, donc on avait déjà de l'expérience là-dessus. Et on s'est dit, plutôt que de passer 10 minutes à faire ça, est-ce qu'on peut l'automatiser, et est-ce qu'on peut le faire tout simplement en un clic? La deuxième question, c'est est-ce que l'extension de ces lésions parenchymateuses peut avoir un intérêt sur l'évaluation pronostique de ces patients-là? Est-ce qu'on peut mieux sélectionner les patients qui vont nécessiter une hospitalisation, de l'oxygénothérapie, des soins intensifs ou une intensification du traitement? Donc pour faire ça, il faut qu'on ait des scans standards et une segmentation. C'est supervisé, c'est-à-dire qu'on montre le modèle et on va demander à l'algorithme de refaire ce qu'on a déjà fait. Donc voilà les objectifs, je vous les ai déjà dit. Donc il faut passer, sur 144 patients, on a segmenté ces images-là. Donc on a pris des logiciels qui sont en libre accès et on a segmenté les zones de condensation, les zones de verre dépoli, ici, et le parenchyme normal. Donc ça prend un petit peu de temps. Et ensuite on a sélectionné, donc l'algo sélectionne les zones où il y a du parenchyme et élimine les zones où il n'y a pas de parenchyme. Ensuite on segmente les lésions, c'est-à-dire verre dépoli, condensation et parenchyme normal, et on calcule à la fois le volume et le pourcentage de poumons atteints, que ce soit par verre dépoli ou condensation. Ça c'est 144 patients, donc on entraîne sur 144 patients, et ensuite on évalue, c'est-à-dire qu'on prend des patients qui n'ont pas servi à l'entraînement, 30 patients, on mesure par l'expert, on mesure par des experts 2 et l'expert 3 pour mesurer la variabilité interopérateur, et on remesure par l'expert 1 pour mesurer la variabilité intraopérateur. Voilà les résultats radiologiques. Là vous voyez, ça c'est le scan standard sans rien, ça c'est la segmentation manuelle des lésions ici en verre dépoli, et ça c'est ce que le logiciel a fait.
Donc vous voyez qu'on est assez proche, là sur les condensations. Donc on a une condensation ici, vous voyez qu'on arrive à tout simplement, ça prend 2 secondes, sans intervention humaine, de faire ça. Donc c'est l'algo qui travaille, donc vous voyez l'algorithme qui apprend, et vous voyez qu'il hésite, il se rapproche de la lésion, des zones de lésion, et puis à un moment il hésite entre 2 positions qui sont assez similaires, et puis ensuite on stabilise la quantification, et on finit la quantification. Donc ça c'est pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Ça c'est les chiffres, donc on quantifie cette évaluation. Vous avez ici dans cette colonne l'évaluation de l'algorithme, l'évaluation entre 2 opérateurs experts. Entre 2 opérateurs experts, ça c'est l'opérateur 2, ça c'est l'opérateur 3, et ça c'est intra-observateur. Et vous voyez que au plus on est proche de 1, au plus on est précis. Vous voyez que pour les lésions parenchymateuses, ça c'était les deux lésions, condensation et verre dépoli, on obtient des meilleurs chiffres que 2 humains entre eux, 2 humains experts. Et on obtient même des meilleurs chiffres que le même opérateur expert qui relie une 2e fois ces scans. C'est gênant. Non, en fait, non, c'est pas du Ubuntu, en fait, c'est parce que comme on apprend un algo à reproduire exactement ce qu'on lui a montré, il est meilleur que l'humain pour reproduire exactement ce qu'on lui a montré. Ça va plus loin. Il n'est pas distrait. Voilà, il n'est pas distrait. Et même en termes d'erreur, on est à 2% d'erreur, alors qu'en intra, on est plus proche de entre 3 et 4. Et en intra-observateur, donc on fait mieux que l'humain pour cette segmentation, cette quantification. On a moins de biais, ça pareil, hein, c'est l'algo, les observateurs, on a moins de biais que l'humain. Et on a évalué bien sûr le pronostic, donc on a augmenté la base. Initialement on était à 1000 patients, mais on a revu aussi parce que c'est en soumission, là on l'a resoumis, donc là sur 1621 patients, c'est que des patients pour lesquels on a éliminé tout ce qu'on a utilisé pour entraîner l'algorithme, à la fois le training et le testing. On a pris 1600 patients externes sur lesquels on a appliqué l'algorithme, et on trouve qu'effectivement, si on prend que les critères cliniques, l'air sous la courbe pour évaluer le pronostic c'était, vous voyez, c'était la mort, le passage en soins intensifs, l'hospitalisation supérieure à 10 jours ou l'oxygénothérapie. Et on a une aire sur la courbe qui est à 82, et on augmente quasiment de 10 points quand on rajoute l'algorithme d'intelligence artificielle, la quantification. On ne fait pas mieux que l'humain par contre. C'est-à-dire que le score semi-quantitatif donne le même résultat, donne la même amélioration d'évaluation de pronostic. On ne fait pas mieux, sauf qu'avec l'IA, ça a pris, pour faire 1600 patients, en une nuit c'était fait. On lance le traitement sur 1600 patients, on appuie sur un clic et le lendemain vous avez les résultats. Donc on économise quand même un temps humain qui est important. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette technique, ça permet, c'est automatique. Bon, on n'a pas mis en place, on a la possibilité aussi de mettre en place un contrôle qualité automatique. On peut faire un contrôle qualité visuel, on peut faire un contrôle qualité automatique. On ne l'a pas encore mis en place, ça prend un peu plus de temps à coder, mais on peut le faire, on va le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de quantifier les lésions. Sur une radiographie de thorax, vous dites, il y a une pneumopathie, il n'y a pas de pneumopathie. Là, sur un scanner, on peut dire qu'il y a 2%, 3%, 10% du parenchymatin, et ça, c'est assez intéressant. Et c'est assez intéressant de l'avoir en automatique. Est-ce que ça corrèle avec les CT values? Avec la charge virale, on n'a pas regardé ça spécifiquement. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'on a montré aussi, c'est que au plus on a un délai, on a une augmentation des lésions, de la quantité de lésions, si on augmente le délai entre le premier symptôme et le scan, avec des lésions qui sont majeures vers J10 après les premiers symptômes. Oui, c'est décalé, mais est-ce que c'est corrélé en fait à la charge virale de base et à la lymphopénie de base? Et moi je voulais savoir, ça c'est une question qui dépasse bien sûr ce topo, mais est-ce que le virus dans le poumon, on ne peut pas quantifier le virus pulmonaire s'il n'y a pas de LBA, si on ne lave pas les malades, mais on ne peut pas laver tous les malades, c'est pas possible, mais est-ce que finalement le virus se réplique autant, parce que tu dis qu'il y a 66% de pneumopathie, on va dire, pas forcément symptomatique. Qu'est-ce que tu dis? Parce qu'il y a 66% de lésions, alors que les patients ne sont pas aussi symptomatiques. Pas aussi symptomatiques, ouais. Et qu'il n'y a aucun sur ces 250 patients, on n'avait pas
de symptômes cliniques qui Ouais, témoignaient de la présence ou pas d'une pneumopathie. Ouais. Les meilleurs marqueurs qui permettaient de prédire la présence d'une pneumopathie, c'était l'âge et les facteurs de risque. Ouais. Ah oui, l'âge et les facteurs de risque, ouais. Donc il y a du virus qui se réplique dans les alvéoles ou qu'est-ce que vous pensez de ça? Je sais pas. On s'en fout. Non, on s'en fout pas. Je vais te dire pourquoi on s'en fout pas. Parce que moi je me pose la question de savoir quand je trouve des lymphocytes dans le sang, s'ils ne devraient pas être dans le poumon et devenir des TRM. Non mais tous les facteurs de risque qu'on trouve, c'est la diapositive que j'ai montrée, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce qu'encore une fois il y a 1 million de données dans ce travail. Et globalement la sévérité de l'atteinte vue en radiologique, elle est aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'on voit bien à quoi c'est lié, on voit bien que c'est lié à l'âge, on voit bien que c'est lié aux marqueurs de sévérité, et c'est pas lié au CT. Donc c'est peut-être l'immunopathologie. Ah oui, parce que de manière, une partie de ces lésions ne sont pas des lésions pneumatiques, c'est des lésions d'infarctus pulmonaire. Voilà. Soit il y a du virus, soit il y a de la thrombose, mais parce que le variant d'aujourd'hui, il est moins prothrombotique, c'est ce que vous disiez, il y a moins de dédimères, il y a moins de fibrinogènes. Il y a moins d'embolie pulmonaire. Il y a moins d'embolie. Donc il n'est pas très prothrombotique, par contre il est lymphopéniant, donc il doit y avoir une immunopathologie. Donc la question, tu vois, c'est... Elle est finie, il faut qu'on s'arrête. Bref, ouais. Donc voilà, on a mis ça assez rapidement en pratique clinique. Ensuite, au niveau national, il y a eu comme au niveau de la Société française de radiologie, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Et notamment une collecte de data qui a permis de montrer qu'en France, vous voyez que le nombre de scans, ici vous avez le nombre de scans et l'augmentation du nombre de scans, ça c'était globalement, donc il y a eu 20 000 scans sur la semaine, on est à combien la semaine 12, ensuite un tiers de plus, 30 000 scans à la semaine 13, et puis cette augmentation continue avec une proportion de scans Covid qui était aux alentours de 60% pour les centres hospitaliers universitaires, donc une forte proportion de scans Covid. Par contre, ce qui était étonnant, c'est qu'il y a eu autant de radiographies thoraciques que de scans. Donc il y a des gens qui ont exploré ces patients sur le territoire avec des radiographies thoraciques plutôt que des scans. Il n'y a eu que 20% de scans low-dose, donc la majeure partie des centres français ont fait plutôt des scans standards plutôt que des low-dose. Et il y a eu beaucoup plus d'angioscanners que chez nous, on a fait un peu moins de 30%, et la proportion en France, c'était 30% d'angioscanners et 70% de scanners injectés. On a fait des angioscanners en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont beaucoup exploré les patients qui étaient en réa ou qui étaient très très sévères. Et nous, la population qu'on a explorée, on voyait très peu de patients de réa, parce que les patients qui étaient en réa, les réanimateurs considéraient qu'ils étaient très bien en réa et qu'il fallait éviter de les déplacer, donc probablement à juste titre. Et on a vu très peu de ces patients-là dans notre service. Certains aussi ont utilisé le scan comme examen diagnostique, plus rapide aux urgences par exemple, plus rapide que d'avoir le diagnostic par PCR, où au début initialement il fallait attendre quand même pas mal de temps, avec des valeurs prédictives positives, des valeurs prédictives négatives intéressantes. Donc ça a servi comme examen de référence aux urgences. Et globalement, dans cette étude nationale, il y a à peu près 50% des patients qui avaient une désaturation, donc une population qui était plus sévère que la nôtre, donc des patients qui étaient explorés avec des cas plus sévères que ceux qu'on a explorés nous. Et il y a également une base nationale qui va permettre de récupérer de l'ensemble des centres beaucoup d'imagerie, qui va permettre d'appliquer d'autres logiciels d'IA sur des populations avec des scans multiconstructeurs, multicentriques, et qui va permettre de développer d'autres outils aussi, parce qu'il y a probablement d'autres choses à faire. On n'a pas parlé de la graisse épicardique, mais il y a peut-être un lien entre la graisse épicardique et l'atteinte cardiaque et l'augmentation de la troponie. Du moins, ça a été évoqué dans certains papiers, donc on est en train de regarder ça également. On est en train de quantifier automatiquement la graisse épicardique pour le lier à la sévérité de ces lésions. Donc c'est des choses qui sont intéressantes à regarder également dans cette optique-là. Donc effectivement, on a dû se mobiliser et être réactif, parce que le virus, vous avez vu, la première courbe était complètement différente de celle qu'on a dans la vague numéro 2, ou je ne sais pas comment il faut les appeler, mais on a dû s'adapter au jour le jour et répondre rapidement. On avait déjà de l'expérience, donc ce qui nous a permis de développer ça, mais on n'aurait pas eu le temps de demander de l'argent pour développer ces outils-là, donc il faut être dans ce type de crise, on a pu réagir vite parce qu'on avait déjà des choses qui étaient organisées. Les séquelles fibreuses parenchymateuses, on a vaguement parlé. On a commencé à regarder ça entre les deux, entre maintenant et juillet.
C'est vrai que c'est des patients qui font des séquelles, des rétractions fibreuses parenchymateuses. On n'a pas de forme sévère parce que les lésions parenchymateuses durent extrêmement longtemps dans le temps, et que entre ce qui est de la séquelle, ce qui va se réparer et ce qui va évoluer vers la fibrose, on n'a pas encore d'idée extrêmement précise là-dessus, mais ça semble être beaucoup plus fréquent chez les gens qui ont un score très élevé, une atteinte parenchymateuse extrêmement élevée. L'embolie pulmonaire, on en a vu quelques-unes, on en a vu moins que les autres centres en France, probablement à cause de la population, du biais de recrutement de notre service. Et comment est-ce qu'on va faire pour suivre ces patients? Quels patients il faut suivre pour détecter la fibrose? Il faut suivre un certain nombre de patients. C'est des questions qui restent en suspens pour moi. Je vous remercie.